Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifiée. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose un conte que tu connais. La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. La plupart de nous connaissent ce conte dans sa version Disney, mais qui est beaucoup plus pauvre que le conte original. J'ai choisi ce conte parce que déjà nous sommes en hiver. Dans certaines régions, il y a peut-être de la neige. Alors on a envie, en ce moment, de plonger dans un conte aussi nordique. Donc, sans plus tarder, voici La Reine des Neiges, dans sa version originale. Tu es bien installé? Alors écoute. Dans une grande ville où il y a tant de maisons et tant de monde, qu'il ne reste pas assez de place pour que chaque famille puisse avoir son petit jardin, 2 enfants pauvres avaient un petit jardin. Ils n'étaient pas frères et sœurs, mais s'aimaient autant que s'ils l'avaient été. Leurs parents habitaient juste en face les uns des autres, là où le toit d'une maison touchait presque le toit de l'autre, séparés seulement par les gouttières. Une petite fenêtre s'ouvrait dans chaque maison. Il suffisait d'enjamber les gouttières pour passer d'un logement à l'autre. Les familles avaient chacune devant sa fenêtre une grosse caisse où poussaient des herbes potagères dont ils se servaient dans la cuisine. Et dans chaque caisse poussait aussi un rosier qui se développait admirablement. Un jour, les parents eurent l'idée de placer les caisses en travers des gouttières de sorte qu'elles se rejoignaient presque d'une fenêtre à l'autre et formaient un jardin miniature. Les tiges de pois pendaient autour des caisses et les branches des rosiers grimpaient autour des fenêtres, se penchaient les unes vers les autres, un vrai petit arc de triomphe de verdure et de fleurs. Comme les caisses étaient placées très haut, les enfants savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'y grimper seuls, mais on leur permettait souvent d'aller l'un vers l'autre, de s'asseoir chacun sur leur petit tabouret sous les roses, et ils ne jouaient nulle part mieux que là. L'hiver, ce plaisir-là était fini. Les vitres étaient couvertes de givre, mais alors chaque enfant faisait chauffer sur le poêle une pièce de cuivre et la plaçait un instant sur la vitre glacée. Il se formait alors un petit trou rond à travers lequel épiait à chaque fenêtre un petit œil très doux, celui du petit garçon d'un côté, celui de la petite fille de l'autre. Lui s'appelait Kai et elle Gerda. L'été, ils pouvaient d'un bond venir l'un chez l'autre. L'hiver, il fallait d'abord descendre de nombreux étages d'un côté et le remonter ensuite de l'autre. Dehors, la neige tourbillonnait. « Ce sont des abeilles blanches qui papillonnent !» disait la grand-mère. « Est-ce qu'elles ont aussi une reine ?» demanda le petit garçon. « Mais bien sûr, » dit grand-mère. « Elle vole là où les abeilles sont les plus serrées. C'est la plus grande de toutes et elle ne reste jamais sur la terre. Elle remonte dans les nuages noirs. »« Nous avons vu ça souvent, » dirent les enfants. Et ainsi, ils surent que c'était vrai. « Est-ce que la Reine des Neiges peut entrer ici ?» demanda la petite fille. « Elle n'a qu'à venir, » dit le petit garçon. « Je la mettrai sur le poêle brûlant et elle fondra aussitôt. » Le soir, le petit Kai, à moitié déshabillé, grimpa sur une chaise près de la fenêtre et regarda par le trou d'observation.
quelques flocons de neige tombaient au-dessus et l'un de ceux-ci, le plus grand, atterrit sur le rebord d'une de ces caisses de fleurs. Ce flocon grandit peu à peu et finit par devenir une dame vêtue du plus fin voile blanc, fait de millions de flocons en forme d'étoiles. Elle était belle, si belle, faite de glace aveuglante et scintillante, et cependant vivante. Ses yeux étincelaient comme deux étoiles, mais il n'y avait en eux ni calme, ni repos. Elle fit vers la fenêtre un signe de la tête et de la main. Le petit garçon, tout effrayé, sauta à bas de la chaise et il lui sembla alors qu'un grand oiseau au dehors passait en plein vol devant la fenêtre. Puis un coup de vent ouvrit la fenêtre toute grande et là, un éclat de poussière tomba dans l'œil de Kai. Puis quelque chose la piquait au cœur. Mais quelques instants après, il ne sentait déjà plus rien. C'étaient des éclats d'un miroir magique brisé. Certains morceaux de ce miroir, n'étant pas plus grands qu'un grain de sable, voltigeaient à travers le monde. Et si, par malheur, quelqu'un les recevait dans l'œil, il voyait les choses tout de travers, ou bien ne voyait que ce qu'il y avait de mauvais en chaque chose. Le plus petit morceau du miroir ayant conservé le même pouvoir que le miroir tout entier. Mais celui qui recevait un éclat dans le cœur, son cœur devenait un bloc de glace. Le lendemain fut un jour de froid clair. Les deux enfants, Kai et Gerda, étaient assis à regarder un livre d'images. D'un coup, Kai se leva et annonça qu'il s'ennuyait à regarder ce livre stupide. Gerda se mit à pleurer. « Pourquoi pleures-tu » cria Kai. « Tu es laide quand tu pleures. Est-ce que je me plains de quelque chose ? Ce livre est tout juste bon pour les bébés. » Puis, il partit en claquant la porte. Ses jeux changèrent complètement. D'ailleurs, il ne jouait plus jamais avec Gerda. Un jour d'hiver, comme la neige tourbillonnait au dehors, arriva un grand traîneau peint en blanc, dans lequel était assise une personne enveloppée d'un manteau de fourrure blanc, avec un bonnet blanc également. Ce traîneau fit 2 fois le tour de la place, et Kai put y accrocher rapidement son petit traîneau. Dans la rue suivante, ils allaient de plus en plus vite. La personne qui conduisait tournait la tête, faisait un signe amical à Kai, comme si elle le connaissait. Chaque fois que Kai voulait détacher son petit traîneau, cette personne faisait un signe et Kai ne bougeait plus. Ils furent bientôt aux portes de la ville, les dépassèrent même. Alors la neige se mit à tomber si fort que le petit garçon ne voyait plus rien devant lui. Il saisit la corde qu'il attachait au grand traîneau pour se dégager, mais rien n'y fit. Son petit traîneau était solidement fixé et menait un train d'enfer derrière le grand. Alors il se mit à crier très fort, mais personne ne l'entendit. La neige le sanglait, le traîneau volait et parfois il faisait un bond comme s'il sautait par-dessus des fossés et des mottes de terre. Kai était épouvanté. Les flocons de neige devenaient de plus en plus grands. À la fin, on eût dit de véritables maisons blanches. Le grand traîneau fit un écart, puis s'arrêta, et la personne qui le conduisait se leva. Son manteau et son bonnet n'étaient faits que de neige, et elle était une dame si grande et si mince, étincelante, la reine des neiges. « Nous en avons fait du chemin, » dit-elle. « Mais tu es glacé. Viens dans ma peau d'ours. » Elle le prit près d'elle dans le grand traîneau, l'enveloppa du manteau. Il semblait à l'enfant tomber dans des gouffres de neige. « As-tu encore froid ?» demanda-t-elle en l'embrassant sur le front. Son baiser était plus glacé que la glace. Il lui pénétra jusqu'au cœur déjà à demi glacé. Il crut mourir.
un instant seulement. Après, il se sentit plutôt bien. Il ne remarquait plus le froid. Mon traîneau, n'oublie pas mon traîneau. C'est la dernière chose dont se souvint le petit garçon. Le traîneau fut attaché à une poule blanche qui vola derrière eux en le portant sur son dos. La Reine des Neiges posa encore une fois un baiser sur le front de Kai. Alors il sombra dans l'oubli total. Il avait oublié Gerda, la grand-mère et tout le monde à la maison. « Tu n'auras pas d'autre baiser, dit-elle, car tu en mourras. » Kai la regarda. Qu'elle était belle. Il ne pouvait s'imaginer visage plus intelligent, plus charmant. Elle ne lui semblait pas du tout de glace, comme le jour où il l'avait aperçue de la fenêtre, où elle lui avait fait des signes d'amitié. À ses yeux, elle était aujourd'hui la perfection. Il n'avait plus du tout peur. Il lui raconta qu'il savait calculer de tête, même avec des chiffres décimaux, qu'il connaissait la superficie du pays et le nombre de ses habitants. Elle lui souriait. Alors il sembla à l'enfant qu'il ne savait au fond que peu de choses, et ses yeux s'élevèrent vers l'immensité de l'espace. La reine l'entraînait de plus en plus haut. Ils volèrent par-dessus les forêts et les océans, les jardins et les pays. Au-dessous d'eux, le vent glacé sifflait, les loups hurlaient, la neige étincelait, les corbeaux croissaient, mais tout en haut brillait la lune, si grande et si claire. Au matin, Kai dormait aux pieds de la Reine des Neiges. La première partie du conte se termine ici, mais notre réflexion ne fait que commencer. Alors, de quoi est-ce que cette partie du conte nous parle ? Mais attends, tu as peut-être déjà deviné que le conte, dans son ensemble, nous parle du cœur et de comment se connecter ou se reconnecter avec son cœur. Et on va explorer ça beaucoup dans la seconde partie du conte, dans 15 jours. L'extrait d'aujourd'hui nous permet d'adresser un des problèmes qu'on expérimente tous et par lequel justement on commence à se couper de son cœur. Il s'agit de notre besoin d'approbation. Tu sais, quand on se met à vouloir plaire à tout prix à cette figure tellement charismatique et influente qui nous intimide beaucoup, par exemple, ou quand on se met à chercher à tout faire pour que ce chef-là nous remarque. Il est un peu distant, ce chef, mais tout de même, c'est la réussite incarnée. Et oui, on l'admire. Il représente le pouvoir absolu à nos yeux, peut-être. Ou encore quand on commence à vouloir se faire accepter par ce cercle prestigieux. Ces gens, c'est tellement glamour. Attention, ce cercle très élitiste et fermé, on n'y accepte pas n'importe qui. Alors on s'imagine que si on y entrait, ce serait génial, on deviendrait vraiment quelqu'un. En gros, à partir du moment où on met quelqu'un ou quelque chose sur un piédestal, où on est attiré par ce qui brille ou fasciné par un individu de façon disproportionnée, là, attention, danger. On commence à se construire des idoles, et ça n'est jamais une bonne chose. On est comme ensorcelé, on n'est plus vraiment soi-même. Je ne parle pas de l'admiration ici, ni de l'inspiration. Être inspiré par quelqu'un ou quelque chose, les admirer pour ce qu'il y a de bon et de remarquable en eux, c'est tout autre chose. Ça signifie qu'on reconnaît cette part inspirante et admirable en nous-mêmes, et au fond de nous, on aimerait développer un peu plus cette partie-là, chez nous. On ne se coupe pas de nous-mêmes ici, bien au contraire. On intègre, on réintègre certaines parties qui, en fait, constituent notre potentiel, tout simplement. On évolue, on avance, c'est normal. Voilà, je voulais préciser ça parce que c'est très différent du besoin de l'approbation ou de l'idolâtrie.
Donc revenons à ce dont on parlait un peu plus tôt. Cette quête de statut ou d'ascension sociale ou de l'approbation par quelqu'un qu'on considère comme supérieur à nous. En nous lançant dans cette quête, on n'est pas en train de gravir la bonne montagne en fait. C'est quand même dommage, beaucoup d'entre nous vont mettre tant d'efforts pour y arriver, pour se rendre compte un peu plus tard que en fait tout ça ne valait vraiment pas grand-chose, ne valait pas la peine. Donc dans le conte, Kai, un garçon gentil et charmant, trouve la Reine des Neiges belle et fascinante. Le conte ne s'étale pas plus sur cette admiration ou cette infatuation, mais on comprend bien que le garçon trouve cette figure à la fois magnifique et mystérieuse. Et intelligente aussi. Et il sera servi. Par malchance, des éclats du miroir magique vont tomber dans son cœur, d'abord dans son œil, et déformer son regard, et puis dans son cœur, et le glacer de l'intérieur, geler littéralement son cœur. C'est là où il commence à voir tout de travers et à devenir méprisant. Il dit à Gerda, par exemple, « Comme tu es laide quand tu pleures ». Autrement dit ici, tout ce qui est humain, vulnérable, authentique, lui apparaît, nous apparaît, si on est touché par le même problème que Kai, nous apparaît d'un coup comme faible, laid, disgracieux. Ici, on juge l'autre, et on le juge sévèrement. Mais rien n'est jamais blanc ou noir. Il y a du beau et du laid dans tout. Rien n'est jamais totalement symétrique ou parfaitement harmonieux. D'ailleurs, l'harmonie ne peut être perçue que parce qu'il y a dissonance avant. Et c'est aussi pour ça qu'on trouve l'harmonie si belle. Le vivant ne peut être ni rationalisé, ni rendu parfait. Ça, on le sait. Donc voilà. Le petit Kai est fasciné par la Reine des Neiges, parce qu'elle lui apparaît comme la perfection même. Mais dans chaque chose et chaque personne, il y a tout et son contraire, ça on le sait aussi. Chaque médaille a son revers. C'est le principe même de l'équilibre. La Reine des Neiges est belle, il n'y a pas de doute sur le sujet, mais sa beauté est écrasante, distante. Elle sourit avec grâce, mais son sourire est glacial. Elle prend le petit garçon dans ses bras, mais son étreinte est mortifère. Symboliquement parlant ici, toute personne ou situation que l'on vénère comme ça, qu'on met sur un piédestal, est une fantaisie pure. J'irai même plus loin. L'idolâtrie, c'est la plus pure des stupidités sur le plan émotionnel et comportemental. Mais qu'est-ce qui nous prend donc de mettre qui que ce soit sur un piédestal? Déjà pour faire ça, ça veut dire que nous, on se minimise, voire on se dénigre. En fait, quel intérêt avons-nous à faire ça? À mon avis, aucun. Parce que quand on se minimise, mais on se trahit. On trahit ce petit garçon gentil et adorable Kai, pour faire référence au conte. Mais évidemment, ça s'applique à tout le monde, fille ou garçon, homme ou femme. On trahit notre enfant intérieur, cette essence même de nous, la plus pure et la plus authentique qui soit. Et la vie ne le pardonne pas. En fait, je voudrais pas que tu me comprennes mal, cette phrase peut faire penser qu'on parle ici de punition, que la vie nous punit, mais en fait, personne ne nous punit. Simplement, quand on devient comme ça, on se coupe de soi-même, on l'a dit tout à l'heure, et on commence à dépérir peu à peu. On est tendu, on commence à avoir des raideurs, des douleurs qui apparaissent à certains endroits. Ce sont autant de messages de notre corps, du vivant en nous, pour nous dire « Attention, t'es en train de déconner là ». Stéphane avait pris la grosse tête. C'est en tout cas ce que ses anciens copains et amis avaient l'air de penser.
D'un coup, il est entré dans ce cabinet de consultants prestigieux. En tout cas, ça a été son rêve depuis quelque temps. Et là, alors ça y est, il était pris. Il voulait devenir comme ses cadors, ses partners, associés, qui ont réussi. Et sa carrière d'ailleurs avançait bien. Il commençait à avoir des missions de plus en plus complexes, prenantes, et en visibilité surtout. À plusieurs reprises, on l'avait mis en première ligne devant des dirigeants, des gros clients chez lesquels on intervenait. Ah, Stéphane pouvait être fier de sa réussite. Et il se sentait très fier. C'était un homme important et très pressé. Pourtant, il n'avait pas choisi de couper complètement avec ses amis d'avant. Il acceptait certaines invitations, mais lorsqu'il venait, c'était comme s'il n'était pas vraiment là, pas vraiment avec les autres. Il regardait son téléphone, sortait pour passer des coups de fil. Il n'écoutait plus vraiment les autres, on avait l'impression que tout l'ennuyait. Quand il parlait soit de lui, soit des derniers dossiers sur lesquels il était en train de travailler. Il était devenu hautain, puis on avait l'impression qu'il était tout le temps tendu, pressé, toujours en train de couper la parole aux autres, parce qu'il fallait tout faire vite, finir ses phrases vite. Et puis tout ce qu'on disait, il le passait au crible de son analyse bien à lui, un peu radicale, très rationnelle. Contemplation, c'est une perte de temps. Montrer son émotion au travail, c'est une preuve de faiblesse. Se tromper dans une présentation, c'est montrer sa totale incompétence. Et tout un tas de vérités comme ça. Puis, il commença à avoir des conflits au travail aussi. Un jour, il avait dit qu'il ne voulait pas travailler avec ce collègue parce qu'il était incompétent et qu'il n'avait pas de temps à perdre. Un autre jour, il annonça qu'un tel était trop conciliant, quelque chose que Stéphane trouvait méprisable. Après quelques conflits comme ça, son manager lui annonça texto que malgré qu'il soit intellectuellement brillant, le comportement arrogant de Stéphane était un frein majeur à l'avancement de sa carrière. C'était comme une douche froide. Stéphane était atterré. Il bossait comme un fou, jour et nuit. Il était un top performeur, comme tous ses associés dans le cabinet, ses modèles de réussite. Ils sont tous comme ça pourtant, il les a bien observés. Pourquoi est-ce qu'on lui reproche maintenant d'être comme eux ? Oui, c'est vrai qu'il était un peu sur les nerfs, ça oui, mais c'est parce qu'il était engagé, plus que ça même. Et maintenant on lui fait comprendre qu'on ne veut pas de lui. J'arrête l'histoire de Stéphane ici parce qu'elle n'est pas encore écrite. Il vient tout juste d'entamer son introspection, appelons ça comme ça. Mais une chose est sûre, il a compris qu'il avait besoin de revisiter ses choix et ses comportements. Cette prise de conscience est déjà un pas énorme. Je te propose de réfléchir à tes choix à toi. Je parle des choix des idoles. Tu sais, ces idoles qui te coupent de toi-même. Alors premièrement, identifie les domaines où tu cherches l'approbation d'une figure que tu as peut-être mise sur un piédestal. Tous ces endroits où tu as l'impression d'agir pour plaire à ce quelqu'un ou à ce groupe, et instinctivement tu sais que dans ces moments-là, tu n'es pas vraiment toi-même. Ensuite, interroge-toi sur ce que tu fais exactement dans ces domaines, dans ces moments, pour plaire à ces personnes ou ces groupes. Et comment tu te sens quand tu le fais ? Est-ce que ça te donne un boost d'énergie ou est-ce que ça te fatigue, par exemple ? Et pour finir, si tu le peux, essaie d'avoir une discussion sur ce sujet avec ton entourage. J'entends des amis proches, par exemple. Demande-leur une sorte de feedback sur comment ils te perçoivent vis-à-vis de ce sujet du besoin d'approbation. Peu importe les façons dont tu poseras tes questions, ce qui compte, c'est que vous puissiez avoir une discussion ouverte et sincère sur ce sujet. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours.
Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.